Sommes-nous tous résistants dans l'âme? Louis Fouché et Stéphane Chatry ont leur idée sur la question. Bienvenue Louis Fouché. Bonjour, merci beaucoup de nous recevoir, c'est un plaisir. Vous êtes médecin anesthésiste réanimateur, diplômé en éthique médicale, actuellement en disponibilité de la fonction publique hospitalière. Vous avez été avec d'autres à l'initiative de Réinfo Covid et vous êtes très sollicité en tant que conférencier en ce moment pour tenter de donner du sens au bouleversement que nous vivons depuis 3 ans. Vous êtes également pratiquant en permaculture et de la communication non violente. Stéphane Chatry, bonjour. Bonjour. Vous êtes initiateur de la chaîne éthiquetv.fr ayant pour objectif le partage des savoirs et la mise en œuvre de projets artistiques, scientifiques, éducatifs et culturels destinés à produire de nouvelles perspectives sur des problèmes de société. Vous êtes également pratiquant en permaculture et vidéaste. C'est ça. Et vous avez décidé tous les deux de mettre en image le premier livre de Louis Fouché, publié en 2021, Tous résistants dans l'âme, éclairons le monde de demain, déjà inspiré de vos entretiens à tous les deux, visionnés par des centaines de milliers de personnes sur YouTube. Le film s'appelle Tous résistants dans l'âme, il est sorti en novembre 2022 et vous êtes en ce début d'année 2023 en Normandie pour le présenter au grand public. Alors, peut-être une première question, Stéphane, de quelle forme de résistance parle ce film ? C'est sûr qu'il y a Juliette dans le film qui parle de résistance et qui dit en même temps ça me dérange de me sentir résistant parce que ça devrait être la norme. Là, la résistance, c'est essayer de revenir au bon sens, revenir à un mode de vie vers la cohérence en fin de compte, et puis une forme de respect et d'harmonie avec la nature, qui est vraiment l'abondance. Quand on travaille en permaculture, on se rend compte que quand on donne un peu à la nature, combien elle peut nous redonner derrière. Donc c'est vraiment de la résistance, mais finalement, dans un monde qui tourne à l'envers, je trouve, on n'a pas d'autre choix que d'être résistant pour tâcher de le faire tourner à l'endroit. Oui, et le faire évoluer. Tous résistants dans l'âme, c'est le nom du film et du livre. Pourquoi Louis avoir choisi d'écrire dans l'âme plutôt que dans les tripes, par exemple, Tous résistants dans les tripes, ça le faisait aussi, non ? Oui, tout à fait. Alors, le titre nous a un peu échappé, à vrai dire, pour vous dire la vérité pleine et entière. Moi, je voulais pas du tout que ça s'appelle comme ça. Je voulais que ça s'appelle Déplier le monstre, le bonheur d'une crise. Mais c'était incompréhensible pour beaucoup de gens. Ils ne voyaient pas du tout le rapport. Alors que pour moi, il s'agissait de faire cette espèce de grand écart que fait souvent un auteur que j'aime beaucoup, qui s'appelle Christiane Singer, et qui arrive à faire un constat de déploration sans phare sur les failles de notre système, les insuffisances de nos contemporains et de nous-mêmes, tout en arrivant à regarder que dans toutes les failles, ça suinte de sens, ça suinte de lumière et de beauté, qu'il y a plein de bifurcations qui s'ouvrent pour essayer de bâtir le meilleur, et qu'au fond, les crises nous sont données comme une opportunité d'éviter le pire et de se mettre en chemin et de commencer à construire ce dont nous avons envie. Donc pour moi, c'était cette idée de déplier le monstre et le bonheur d'une crise. Et finalement, l'éditeur a insisté pour que, donc Guy Trédaniel, pour que ce soit Tous résistants dans l'âme, avec l'idée que ça renvoyait à cet imaginaire collectif de la résistance de la Deuxième Guerre mondiale, et que pour lui, finalement, ça faisait écho et ça mettait en résonance beaucoup de gens autour de cette idée que il s'agissait de se remettre en lien les uns avec les autres pour résister à une sorte d'oppression, à quelque chose d'un rouleau compresseur inarrêtable, que ça se passait de manière subreptice dans les caves, les catacombes, comme on pouvait, avec 3 bouts de ficelle, 3 bouts de chandelle, avec ce qu'on appelle dans le film du low-tech, de la basse technologie. Et c'est vrai que pour ça, le livre comme le film essaye de renvoyer à cet imaginaire d'une sorte de débrouillardise par la mise en lien. Tout seul, je ne peux rien, mais à partir du moment où je me mets avec les autres, au fond, j'ai une capacité créative qui est démultipliée et je peux faire face à toutes les tyrannies. Et d'ailleurs, vous avez une définition de la permaculture qui va bien au-delà du monde végétal et qui rappelle cette notion de mise en lien. Oui, alors pour beaucoup de gens, la permaculture, c'est un problème de but, Morez, où on fait des lasagnes. Alors, c'est des mots que les auditeurs connaissent peut-être pas, mais au fond, ce serait un problème simplement agricole où on mettrait des couches de brun, des couches de vert, des couches de brun, des couches de vert, un peu de compost, et puis en soufflant dessus et en mettant un peu de paillage, ça pousserait des légumes beaucoup plus gros. Non, la permaculture, c'est beaucoup plus dense que ça. C'est un questionnement autour de notre relation au vivant dans son ensemble. Le vivant à l'intérieur de nous et le vivant autour de nous.
Et dans un moment où notre société, notre monde s'artificialise de tous les côtés, où tout devient du plastique, des octets et du béton, où nos jeunes s'enferment dans des réalités virtuelles ou jusqu'à un métaverse, cette question est absolument brûlante de la relation au vivant, au corps et à la nature à l'intérieur de nous et autour de nous. Et donc pour moi, elle dépasse et très largement la question agricole, même si évidemment se nourrir est un point fondamental. Mais dans les éthiques de la permaculture, il y a cette idée de prendre soin de la nature, prendre soin des hommes et partager nos récoltes, partager nos pépites. Et c'est intéressant parce que c'est formulé au départ en anglais. C'est take care. Take care, c'est à la fois prendre soin, mais c'est aussi prêter attention, donner attention. Et au fond, il y a cette idée déjà du non-agir, parce que d'en prendre soin, on aurait l'idée qu'il faudrait qu'on contrôle tout dans le jardin, etc. Non, au fond, il s'agit de prêter attention et de regarder toutes ces petites choses qui vivent partout et qui déjà sont là pour faire la plupart du travail. Dans le film, vous allez notamment à la rencontre de néo-paysans qui ont initié des micro-fermes, pratiquent le troc avec ce qu'ils produisent, sélectionnent et partagent leurs semences ou redonnent une place de choix aux plantes dans leur santé et leur alimentation. Stéphane Chatry, quel est le point commun entre toutes ces personnes qui ont des origines très diverses, hein? Il y en a beaucoup qui sont revenus de la ville et d'une vie un peu plus commune, on va dire. En fait, déjà dans le choix des intervenants, il n'y a pas vraiment de hasard. Moi, je compose par rapport à l'existence, c'est-à-dire qu'une grande partie des gens, je les connaissais déjà, je les avais déjà rencontrés via Ethique TV. Et quand on a décidé de faire ce film-là, je proposais à Louis ce projet-là, et lui aussi avait des contacts avec les monnaies locales. Donc on a mutualisé nos contacts, et puis ça a été aussi un prétexte pour aller rencontrer des gens qu'on voulait rencontrer par l'intermédiaire du film, comme avec Barnabé Chaillot. Et donc du coup, tout ça est vraiment cohérent, quoi. C'est la suite d'Ethique TV, c'est la suite de nos entretiens, c'est la suite du film, et tout s'est fait naturellement. En fin de compte, c'est très permacole dans l'approche, hein. Dans un jardin en permaculture, on ne cherche pas à forcer les choses. Quand on a telles plantes sauvages qui sont là, plutôt que chercher à les éradiquer, on va composer avec elles. Au contraire, elles sont là, donc si ça se trouve, elles vont nous apporter quelque chose de bénéfique. On parle pas de mauvaises plantes d'ailleurs, hein. Non, il n'y a pas de mauvaises herbes en fin de compte. Et puis, ce qu'on appelle mauvaises herbes, les orties, la ronce, il s'avère que quand on les étudie, on se rend compte que c'est des plantes très intéressantes pour nous. La ronce comme activateur de compost, comme pour ses fruits, pour ses feuilles de ronce. Moi, je fais monter avec les feuilles de ronce. En fin de compte, mauvais, il n'y a rien de mauvais en fin de compte. Et comme dit Bernard Bertrand dans le film, je pense que la seule mauvaise herbe qui est sur Terre, c'est l'être humain. Donc tout s'est fait naturellement, hein, vraiment. J'ai vu moi le film hier soir et ça m'a frappé le visage de toutes les personnes que vous rencontrez dans le film est vraiment lumineux. Alors je ne sais pas si c'est leur état d'esprit intérieur ou s'ils ont vraiment une belle peau tous, mais j'ai trouvé qu'il y avait une beauté particulière dans tout. Et pourtant ils n'étaient pas maquillés Alors, ils n'étaient pas maquillés, on leur a rien demandé. Moi, j'ai rien demandé à Louis de dire « faudrait que tu dises ça ». J'ai tout laissé faire. Et c'est pour ça que j'apparais quand même dans le champ, des fois, même sans intervenir. Et moi, quand je travaillais une quinzaine d'années dans les arts plastiques, j'aimais comme ça créer des spectacles, des expositions, et puis en être le premier spectateur, en fin de compte. Moi, ma créativité, je la porte dans le développement de mes projets artistiques ou comme ce film, parce que je suis un des premiers fans de Louis Fouché. Je suis un des premiers fans de tous ces gens qu'on va voir. Et moi, il y a une dizaine d'années, je le dis souvent, mais j'ai décidé de faire ce que j'aime avec les gens que j'aime et de ne plus mentir. Et ça a vraiment changé ma vie. Par contre, ça m'a mis dans un inconfort financier, parce qu'on se rend compte que plus on cherche à bien faire, moins on gagne d'argent. Donc moi, je suis en résistance pour me dire, mais on peut y arriver. C'est ce que je transmets à mes 3 enfants. Et puis vos rencontres vous conduisent à la rencontre justement de créateurs d'un mode de vie alternatif. J'ai essayé de résumer ça comme ça. Ils créent des outils, ils créent des habitats différents, ils créent des écoles, ils créent des matériaux, ils créent de la monnaie. Et donc tous ces éléments, habitat, école, matériaux, monnaie, peut exister différemment. Eux l'expérimentent. On sent qu'ils l'expérimentent avec succès, hein, que ça crée à nouveau du lien, des beaux apprentissages, des belles réalisations, vraiment du progrès, hein, je dirais du progrès pour l'humanité. Louis Fouché, qu'est-ce qui s'oppose à ce que ces initiatives se généralisent plus rapidement? Elles ont l'air tellement vertueuses. Le film nous les démontre. Pourquoi est-ce que ça ne va pas plus vite?
C'est une vraie bonne question. Il y a peut-être besoin d'une transformation culturelle collective autour de nos attentes. Si l'attente est le confort, vous vous rendez compte que la plupart des gens qui sont montrés dans le film sont à la fois lumineux, mais pas forcément confortables. Oui, financièrement notamment. Ni financièrement, ni et qui travaillent, qu'il y a besoin ils font œuvre au fond. Et peut-être c'est cette transformation-là, c'est accepter que l'enjeu n'est pas de se rassurer sur le futur, n'est pas de se rassurer sur le fait qu'on ne va pas mourir. Et je crois que notre société est tenaillée par une angoisse de mort extrêmement importante, qui fait qu'elle vit dans la peur et essaie de se rassurer à coup d'épargne, à coup de mutuelle, à coup d'assurance maladie, etc. Et tous ces éléments avec lesquels elle se rassure, à mon avis, sont des illusions, sont des projections sur le futur. La seule chose qui serait rassurante, au fond, c'est de nourrir du lien, de créer de l'interaction avec les autres. Si je prends l'exemple très pragmatique de qui est-ce qui va prendre soin de moi pour ma vieillesse, je sais très bien que je n'aurai pas de retraite, vu au train où vont les choses. Par contre, j'ai 3 enfants et je compte bien qu'elles s'occupent de moi. Donc j'ai intérêt à m'occuper d'elles avec attention et amour, dans l'espoir qu'elles s'occupent de moi plus tard. Donc pourquoi ça ne va pas plus vite ? Je crois que c'est en train de s'accélérer de manière très importante. Mais comme on dit souvent, l'arbre qui tombe fait plus de bruit que la forêt qui pousse. Et il y a de très nombreuses personnes qui sont parties à la faveur de la crise du Covid des zones urbaines, créant un véritable exode urbain et rejoignant les campagnes, alors faisant monter les prix aussi dans les campagnes de manière très importante, sur les bords de mer, aux grandes dames des gens qui étaient là, mais viennent réirriguer à la fois d'argent, à la fois de compétences, d'intelligence, d'études, tout le monde rural. Et c'est une grande chance. C'est parce que sont en train de se créer partout des oasis qui sont en train de s'archipéliser, c'est-à-dire de se mettre en relation les unes avec les autres. Pour beaucoup des urbains, la campagne c'est le désert culturel, il n'y a rien. Et au fond c'est l'exact inverse quand on s'y rend, il y a un foisonnement culturel, un foisonnement de rencontres, d'initiatives, où les gens ne sont pas inhibés par l'institution dont ils font partie. Et ça c'est le deuxième point que je pourrais développer pour répondre à votre question. Et je crois qu'une institution qui se meurt se raidit. Et cherche à se maintenir coûte que coûte. Toutes nos institutions sont en train de s'effondrer. Le système scolaire, le système monétaire, le système démocratique, le système sanitaire. Devant nos yeux, ébahis en fait. Et beaucoup de gens voudraient revenir en arrière en disant mais c'était quand même mieux avant. C'est le rêve de l'âge d'or. Mais au fond, l'effondrement de notre système est une chance parce qu'avec les briques qui vont en émaner, on va pouvoir reconstruire quelque chose de très beau. Au sein des Colibris, dont j'ai fait partie pendant un moment, on disait que pour changer le monde, il y avait 3 stratégies. Être contre le système, c'est très violent, extrêmement douloureux, ça prend beaucoup d'énergie. Vous allez faire des procès, vous allez dénoncer tout ce qui est mauvais. Et c'est dur. Et en plus, c'est promis à l'échec. Mais il en faut, parce que ceux qui vont faire ça vont ouvrir des brèches, vont dire effectivement il y a des insuffisances à tous ces endroits-là. Et puis il y a des gens qui sont à côté, qui sont dans l'alternative et qui expérimentent des écoles différentes, de l'habitat très novateur, une façon de faire de l'agriculture. Et puis il y a ceux qui sont dans le système, et ceux-là vont permettre aux endroits où ceux qui étaient contre ont ouvert des failles, d'utiliser ce qui a été proposé par ceux qui sont à côté pour faire monter en échelle, pour changer d'échelle la transformation. Ça y est, on est au moment où ceux qui sont dans l'institution doivent commencer à essayer de faire monter en échelle les alternatives pour faire advenir les institutions désirables. J'ai souvent employé ce terme-là en disant qu'au fond, maintenant, il n'était plus question de faire des alternatives, il était question de bâtir l'institution désirable, c'est-à-dire ce que nous voulons pour nous et nos enfants pour demain. Le Conseil scientifique indépendant, une autre santé, le film qu'on a fait sont des institutions désirables. Et puis je reviens sur votre formation initiale de médecin. Louis Fouché, vous terminez le film sur l'intuition que la médecine de demain sera nécessairement intégrative. Et selon vous, alors, qu'est-ce qui doit changer dans notre système de soins actuel ? Oula, il y a beaucoup de choses et j'y ai consacré un deuxième livre. Oui. Je vais essayer de le dire. Qui s'appelle Agonie et renouveau du système de santé. En pas trop longtemps, mais cette idée que le patient est au centre pourrait paraître étonnante à de très nombreux médecins encore aujourd'hui. Pourtant, c'est du bon sens. Si c'est vous qui êtes malade, c'est vous le cœur du problème. Et l'idée de la médecine intégrative, c'est de mettre autour d'un patient un collège de praticiens. Je vais vous prendre un exemple très, très trivial. Si vous êtes obèse, hypertendu, avec votre histoire propre, votre psychologie propre,
vous pouvez avoir un cardiologue qui va vous prescrire des antihypertenseurs. C'est très important. Ça va vous éviter de saigner dans le cerveau et de faire des à-coups hypertensifs où vous allez abîmer l'ensemble de vos artères et de vos petits vaisseaux. Donc effectivement, il faut ce traitement et c'est très bien. Et ça, c'est la médecine allopathique avec toute sa chimie et tout ce qu'elle a d'intéressant. Mais si vous en restez là, vous restez avec une béquille toute votre vie et vous êtes condamné à bouffer votre comprimé tous les jours jusqu'à ce que mort s'en suive, faisant ainsi les choux gras de Big Pharma. Mais si vous adjoignez à ce cardiologue un coach sportif, qui va vous dire, dis donc Gérard, vous faites plus beaucoup de sport depuis quelques années, et si on se remettait à courir ensemble? Et si vous vous mettez ensemble autour de la table encore une diététicienne qui vous dit, tiens, mais vous mangez peut-être un peu n'importe comment, et si je vous emmenais faire les courses, et si ensemble on préparait des bons petits plats? Vous allez voir, vous allez surprendre votre épouse. Et qu'ainsi de suite, vous mettez un collège de praticiens qui chacun vont avoir un regard différent sur cette réalité multifacette qu'est un malade et sa maladie. Et ben vous arrivez à des solutions très intéressantes où, in fine, peut-être vous pourrez diminuer ou arrêter les antihypertenseurs parce qu'une fois avoir perdu du poids, appris à se faire à manger, travailler sur sa colère vis-à-vis de son père avec un psychologue ou un psychiatre, peut-être ce patient-là n'aura plus ou presque pas besoin d'un antihypertenseur. Ça, c'est la médecine intégrative. C'est en train d'arriver de partout en France et notamment à partir des soignants suspendus, des gens se rejoignent pour essayer de mettre ça en place de manière très concrète et pragmatique sur les territoires. On a mis en route une sorte de réseau qui s'appelle une Notre Santé, qui consiste justement à Notre faire ce... il y a un jeu de mots, N-O-T-R-E, et une autre, c'est à la fois une autre, et puis elle est à nous. C'est l'idée de se réemparer de ça. Ça devrait être commun, ça ne devrait pas être dans les mains du gouvernement ou d'entreprises pharmaceutiques ou de la data, c'est à nous. Et c'est cette idée de travailler sur la prévention et de fait de rester en santé, de mettre en route une éducation à la santé, permettre aux gens de rester la plupart du temps en santé. C'est en train d'arriver, c'est extrêmement joyeux, et ça arrive, y compris dans l'institution qui se meurt. Dans le bloc opératoire où j'ai pu travailler il y a quelques années dans un centre de lutte contre le cancer, aujourd'hui les patients arrivent debout. Ils ont un vrai pyjama, ils n'ont pas la mauvaise blouse ouverte sur le cul, ils ne sont pas conduits à l'abattoir sur un brancard, ils sont accompagnés par un brancardier qui discute avec eux le temps d'arriver au bloc. Et quand ils arrivent au bloc, il y a des belles photos de nature et de beauté. Ils n'arrivent pas dans un truc avec le crépi qui s'effrite et des fils électriques qui pendent du plafond en disant « Oulala, où est-ce que j'arrive dans la chambre du savant fou ?» Mais non, il y a de la beauté parce qu'on sait que ça aide les gens de rester dans la beauté. Puis il y a de l'aromathérapie, il y a des huiles essentielles parce que à la fois ça détend et qu'il y a des effets qui permettent aux patients d'arriver dans un état bien plus détendu au bloc opératoire. La plupart des soignants au sein de ce bloc opératoire sont formés désormais à l'hypnose conversationnelle qui permet d'accompagner aussi et de diminuer l'anxiété autour d'une chirurgie. Tous les chirurgiens ont développé des techniques chirurgicales qui sont de moins en moins invasives, de moins en moins délabrantes, et où les effets secondaires sont de moins en moins importants. Les anesthésistes eux-mêmes, et j'y ai contribué largement à ma part, sont dans des logiques d'anesthésie où il y a de moins en moins de produits pour éviter de donner un gros coup de marteau sur la tête des patients, mais qu'au contraire, ils se réveillent frais et dispo, et on arrive à ça, c'est qu'à la fin, le patient se réveille d'une chirurgie lourde au bloc opératoire et demande à manger, peut passer au fauteuil directement, ne reste pas au fond de son lit à vomir pendant 3 jours, etc. On sait le faire. Et il y a désormais tout ce qu'on appelle la réhabilitation améliorée après la chirurgie qui est en train de s'étendre dans les blocs opératoires. Donc pour moi, c'est porteur d'espoir. C'est possible. Tout va bien, quoi. C'est possible. Donc il suffit de vouloir. Et donc votre livre, donc Agonie et renouveau du système de santé, explique ce qui ne va pas et vers quoi on pourrait aller finalement. Exactement, c'est cette idée du grand écart toujours de Christiane Singer, à la fois regarder les choses sans en avoir peur et regarder la part du diable qui est à l'intérieur. Pour moi, c'est la bonne boussole. Aujourd'hui, on est dans une société qui se sépare de tous les côtés. Vous êtes pour, vous êtes contre l'Ukraine, le vaccin, le masque, vous êtes de gauche, vous êtes de droite, vous avez des anathèmes dans tous les sens qui nous séparent tous les uns des autres, jusqu'à se séparer même au sein de nos propres familles dans la crise qui nous a occupés ces 2 dernières années. Et pour moi, c'est vraiment la part du diable. Diabolos, c'est le séparateur, le diviseur. Dia, c'est les directions opposées. Bolaïn, c'est le mouvement. Donc le diable, c'est vraiment celui qui détricote notre société et notre lien les uns aux autres. Donc la bonne boussole, c'est qu'est-ce qui relie. Et à partir du moment où vous avez cette boussole-là, le chemin, il est facile. Il s'agit de trouver ce qui met les gens en lien et leur permet de regagner en créativité et en joie. Parce que la bonne boussole, c'est la joie, c'est pas la peur. Alors les projections de Tous résistants dans l'âme réunissent, vous faites ça le comble, mais en même temps, ça divise parce qu'il y a une opposition. Il y a des représentants politiques, il y a des syndicalistes
qui vous assimile à l'extrême droite quand vous venez dans un cinéma pour une projection, qui essaye d'empêcher cette projection. Qu'est-ce que vous leur répondez, Stéphane ? En fait, déjà, c'est la première fois, ça fait presque 2 mois que le film tourne en France, c'est la première fois qu'on est confronté à, en fait, oui, c'est la diffamation, quoi, c'est... moi, j'ai eu beaucoup de pitié, en fin de compte, et de peine pour ces gens-là qui étaient devant l'entrée du cinéma, à Elbeuf, à donner des tracts qui allaient pour détruire mon film, en fin de compte, en disant c'est un film d'extrême droite, alors qu'il y avait Europe Écologie Les Verts, il y avait la France Insoumise, il y avait les Antifa. En fin de compte, j'avais tous les gens que, si j'étais dans la politique, j'aimerais rejoindre, quoi. Et j'ai dit, mais les gars, on est de la même équipe, là, qu'est-ce que vous nous faites, là Louis Fouché, d'où il est partisan d'extrême droite? Ah non, mais on n'a pas dit qu'il était partisan d'extrême droite, c'est que l'association qui organise a invité une élue du parti de Zemmour, etc. Alors que c'est faux, c'est que l'organisation... l'association qui a organisé cette grande projection, tout cet événement autour du film, avait, lors d'une précédente projection, invité tous les partis politiques à venir prendre position par rapport au sujet des vaccins, et qu'il n'y en a que 2 qui ont répondu, dont le parti Zemmour. Donc c'était pas du tout une invitation ciblée. Et puis ça concernait pas le même film. Voilà, puis on est dans l'ouverture. Et donc c'est que des amalgames, et on a vu à quel point tous ces partis politiques sont manipulés, quoi, concrètement, parce que nous, Louis, je lui dis, qu'est-ce que tu en penses? Il dit, on va parler avec eux. Donc on est sortis tout de suite, on est allé les voir un par un, on a discuté, et on avait vraiment des gens qui, au fond, n'ont pas d'argument, quoi. C'est, vas-y, parle avec lui, vas-y, explique-moi pourquoi il est d'extrême droite, explique-moi. Non, on n'a pas dit. Donc ils ne savaient pas quoi dire. Et donc, moi, j'étais vraiment surpris, parce que ça n'a ni queue ni tête. C'était juste histoire de souiller le film, souiller l'histoire, souiller Louis Fouché. Et j'ai dit, mais en fait, vous faites de la peine, là, parce que vous êtes en train de vous décrédibiliser. Ouais, c'est peut-être une question de peur, en fait. C'est que tout ce renouveau, toute cette ébullition autour de solutions nouvelles pour un avenir meilleur, plus lumineux, plus constructif. D'autonomie. Où les gens sont en lien, où les gens touchent ce que ça peut être une belle vie, le bonheur. C'est du même ordre que ceux qui ont saisi la Miviludes, la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires, en prétendant que Réinfo Covid faisait de l'agitation contre les bonnes pratiques prônées par le gouvernement. D'ailleurs, Louis Fouché, vous avez décidé de transformer finalement Réinfo Covid en autre chose. Il vous traite de gourou, enfin c'est n'importe quoi. C'est intéressant quand même. Pour moi, c'est une découverte. Depuis 2 ans, la vie devient trépidante. J'imaginais pas qu'il y ait autant de rebondissements. Et je suis très influencé par une voie de la non-violence gandhienne. Mais je n'imaginais pas, avant de la mettre en acte collectivement, à quel point elle était subversive. Effectivement, porter une voie de paix est extrêmement subversif pour un système qui cherche à séparer et à maintenir tout le monde en guerre contre tout le monde. Et je ne pouvais pas imaginer, et pourtant, quand on regarde l'histoire de tous les leaders non violents, souvent mal finis, la plupart ont été assassinés, etc. Et je ressens en permanence que in medio stat virtus, c'est une phrase latine qui dit au milieu siège la vertu. Mais la vertu, c'est mal traduit, parce que virtus, en fait, c'est la force, l'initiative, la capacité de transformation. Au milieu se situe la capacité de transformation. Les gens qui sont d'extrême gauche, d'extrême droite, s'ils avaient dû élire Mélenchon ou Zemmour ou Le Pen, ça serait déjà passé depuis des années. Donc ça veut dire que ça ne marche pas. C'est un logiciel politique inopérant de transformation. Et il se maintient uniquement la même chose. Donc là, on a des gens qui sont face à une impuissance systématique, pour revenir aux gens qui étaient là hier probablement, à une impuissance systématique depuis des années à transformer quoi que ce soit. C'est extrêmement douloureux. Et donc vous allez chercher qu'est-ce que vous pourriez atteindre, ce qui cherche à transformer le système. Donc moi j'ai plutôt envie de les inviter à venir voir le film. Hier j'aurais aimé qu'il y ait la quinzaine de places qui manquaient, mais la salle était comble pour un film qui n'intéresse personne. Mais sinon juste les inviter à venir et puis à participer à la discussion à la fin, parce que je crois qu'il n'y a qu'ensemble qu'on pourra construire la société de demain. C'est pas encore une fois en nourrissant des divisions. Il y a quelque chose qui m'a beaucoup influencé, qui s'appelle le municipalisme libertaire de Murray Bookchin, qui est cette idée qu'au fond, il ne s'agit pas d'essayer de convaincre l'autre d'être plus de droite, plus de gauche, etc. On a besoin de tout le monde. On a besoin de tout le monde pour faire société. Et tout le monde comme il est.
Je ne pourrais pas convaincre qui que ce soit de se transformer. Donc j'essaye de regarder dans ce qui s'est passé hier, le verre à moitié plein. Je crois que c'est un de vos... C'est un des slogans de RCF. Un des slogans de RCF. En disant, au moins ils sont venus. Ils sont venus un lundi soir, sous la pluie, pour essayer de se confronter au réel. Et je crois que la plupart de ceux qui sont venus ont pu voir qu'il y avait 450 personnes qui, au fond, étaient plutôt ouvertes, avaient envie de faire un monde meilleur et que ça pouvait se passer ensemble. J'ai pas espoir que ça les transforme en une fois, mais par contre que ça sème une petite graine. Et qu'après, on veille sur cette graine et on essaie de la faire pousser en se respectant les uns les autres. Et en communication non violente, on essaye d'aller sur la colline de l'autre. Ça veut dire qu'on essaye de comprendre pourquoi il se passe ça. Si vous regardez, la plupart des partis de gauche aujourd'hui sont dans un marasme idéologique au fond du gouffre. Et donc, qu'est-ce qui les réunit encore ? Ce serait d'essayer de se trouver un ennemi commun. Alors cet ennemi commun, c'est devenu une étiquette qui s'appelle extrême droite et qu'on colle sur tous ceux qui sont globalement pas d'accord avec la politique gouvernementale. Mais ça veut dire que ces gens-là jouent le jeu de la politique gouvernementale et sont à l'exact inverse de ce qu'ils cherchaient à faire au départ. Ils n'arrivent pas à s'extraire. Peut-être il y a besoin de patience, de temps et ça souligne aussi le travail qu'on a à faire au niveau culturel et médiatique. Au fond, ils sont très influencés par les médias dominants qui tiennent le haut du crachoir. Peut-être que nous devons en retour développer notre capacité médiatique encore et encore. Ouvrir des fanzines, des petites radios, que les collectifs locaux contribuent au développement d'autres radios. Portez la bonne parole. Voilà, et une partie de votre question était autour de Réinfo Covid. Réinfo Covid est apartisan, c'est-à-dire qu'on a toujours dit il n'y a pas d'appartenance politique et c'était tellement important que dans les différents textes qu'on a écrits pour nous aider et nous structurer, on a dit que tous les gens qui avaient une appartenance politique affichée ne pouvaient pas avoir de poste de responsabilité dans Réinfo Covid. C'était exclusif. Et il y a des gens qui sont partis à cause de ça parce qu'ils voulaient faire de la politique. Donc c'est vraiment apartisan avec des gens qui viennent de tous les horizons. L'autre chose, c'est que ça n'est jamais devenu une association. Il n'y a jamais eu de compte en banque, il n'y a pas eu d'argent, que les décisions étaient prises avec ce qu'on appelle une procédure de demande d'avis en holacratie. Alors ça a des mots compliqués peut-être pour nos auditeurs, mais pour dire, il n'y a pas de chef. On est dans une structure très étonnante où n'importe qui peut prendre n'importe quelle décision. La seule chose qu'on lui demande, c'est de demander l'avis des autres. Et pas forcément de le respecter, juste de leur demander. Et après de faire ce qu'il veut en souveraineté. Donc ça veut dire que Fouché, c'est pas le chef de Réinfo Covid. Donc c'est une décision collégiale qu'on a prise ensemble d'effondrer de manière volontaire la structure nationale de Réinfo Covid pour bien montrer qu'il n'y a pas de sauveur. Il est déjà venu. Maintenant, il est temps à chacun de se mettre en chemin et de se mettre en action surtout, d'agir et de non-agir aussi à plein d'endroits. Ça, c'est la logique de la permaculture et de la non-violence, d'arrêter de nourrir le monstre et de nourrir ceux qu'on a envie de voir advenir. Et donc, il n'y avait plus besoin d'une structure nationale qui donne le tempo, qui donne le là. J'en parle dans le film en disant qu'à la fin, le capitaine, dans un bateau, quand il a bien fait son travail, il disparaît. Il n'y a plus besoin de lui. Et donc, c'est cette idée-là, je pense qu'on est au moment où il n'y a plus besoin qu'il y ait une structure centrale. Et par contre, il y a les collectifs locaux qui continuent et il y a une douzaine de coordinateurs interrégionaux pour essayer de coordonner, de mettre en lien plus de 285 collectifs. Il y a le conseil scientifique indépendant qui continue, il y a la marche fantastique qui faisait des tronçons de marche partout autour de la France, parfois pendant plusieurs semaines avec des intervenants artistiques qui continuent. Il y a une foison d'initiatives qui ont démarré à partir de Réinfo Covid et qui, elles, vont prendre encore plus d'essor. Stéphane Chatry, un mot de la fin. Qu'est-ce qui vous donne de l'espérance pour demain ? Moi, je suis optimiste. Quand j'ai décidé de faire ce que j'aime avec les gens que j'aime, de ne plus mentir, on m'a dit mais toi, tu es un idéaliste, tu es un rêveur. Et oui, et je cultive mes rêves, je cultive... Moi, comme on sait dans l'histoire, à chaque mouvement totalitaire, etc., justement, ça invite chacun à donner le meilleur de soi-même, à se remettre en lien. Et c'est comme ça que fonctionne la nature. Quand on travaille dans un jardin naturel, on se rend compte que c'est comme ça. Il y a toujours une quête d'équilibre. Moi, je suis optimiste parce que tout ce qui pourrait nous déprimer, etc., finalement, nous donne du travail. Donc, nous, plus les choses vont mal, en fin de compte, plus on a intérêt à œuvrer dans le bon sens et
Et plus on nous dit que c'est la fin de l'abondance, nous, plus on travaille sur l'abondance, au contraire. Et elle vient. C'est un jeu, puis bien sûr qu'elle vient, et c'est vraiment, ça nous pousse à être meilleurs. Moi, ça m'a poussé à quitter Paris, justement. Ça faisait 21 ans que j'étais à Paris. Et donc, je suis revenu à la campagne, comme disait Louis tout à l'heure. Et ça m'a poussé plus vite vers le monde dont on voulait. Donc, c'est que le début, quoi. Et vous, Louis Fouché, un mot de la fin, qu'est-ce qui vous donne de l'espérance ? On est au moment de l'année liturgique où des rois viennent au pied d'un tout petit bébé, couché dans une mangeoire, fragile, qui n'est a priori rien, et qui pourtant sera tout. Et voilà, je pense qu'on est à ce moment-là aussi, et qu'il y a plein de petites initiatives fragiles qui ont besoin d'être protégées, défendues, sur lesquelles il faut poser des vœux sur leur berceau, faire venir les bonnes fées et laisser les fées Carabosse dehors. Aujourd'hui, les citoyens sont en train de vraiment se mettre en action pour aller vers une existence peut-être plus sobre, mais faite de plus de liens et de plus de joie. J'étais frappé ces dernières années de la tristesse collective, et j'ai pu voir émerger au moment du Covid des grands éclats de rire. Et là, maintenant, chaque fois que je regarde les médias dominants, j'ai un énorme éclat de rire. Donc, c'est déjà je rends ça. Très optimiste. Et puis vous appelez aussi chacun à découvrir son talent et à le mettre en œuvre. Oui, il y a cette idée-là. On a beaucoup travaillé sur la question monétaire dans une initiative qui s'appelle Prenez Place. J'invite les téléspectateurs et auditeurs à regarder Prenez Place sur YouTube, qui a été faite à partir d'une initiative artistique, culturelle et universitaire, avec des ingénieurs monétaires, des historiens de la monnaie, etc., qui se posent la question de c'est quoi la monnaie, c'est quoi l'argent, pourquoi on a ce truc-là entre nous, quoi. Et qui arrivent souvent à la conclusion, mais au fond, c'est un problème de confiance entre nous, puis de confiance en la vie. Si j'ai pas peur de demain, j'ai pas peur de la mort, j'ai pas vraiment besoin de monnaie. Mais alors qu'est-ce que je fais là si je vais pas bosser pour gagner de l'argent, pour mettre du coco dans ma bagnole, pour partir en vacances? C'est quoi le but de ma vie? Ça, c'est une vraie question qu'on a tous à se poser chacun, en disant qu'est-ce que j'ai à offrir au monde? Qu'est-ce que c'est mon talent unique que je dois aller gratter au fond de la fange derrière le charbon pour trouver le diamant que je suis et qui peut donner au monde sa lumière? C'est un problème qu'on se pose à 17 ans quand on cherche ce qu'on va faire dans sa vie, mais c'est au fond prégnant pour moi aussi à ce moment de transformation qu'est le Covid. Parce que quand on se met à donner aux autres ce qu'on a à foison, on n'a pas besoin de compter. On perd rien quand on le donne. Et plus on le donne, et plus on reçoit. Et ça, pour moi, c'est un miracle constaté, pragmatique de ces 2 dernières années. Plus on donne, plus on reçoit. Un grand merci, Louis Fouché, Stéphane Chatry, d'être passé au micro de RCF à l'occasion de votre venue en Normandie. Merci pour votre espérance, si bien partagée. Et je rappelle que votre film, que je recommande personnellement à nos auditeurs, s'appelle Tous résistants dans l'âme et nous propose un beau voyage à la rencontre des éclaireurs du monde de demain. RCF, la joie se partage.